Le déclencheur des fenêtres sur le monde, c'est en fait le déclencheur du regard, le déclencheur perpétuel du regard. C'est-à-dire que j'ai un peu une conception du monde très particulière. C'est-à-dire que tendance à considérer que le monde extérieur est comme un grand corps dans lequel nous nous déplaçons, nous agissons. Et nous sommes à la fois agis par ce monde extérieur et nous agissons aussi sur ce monde extérieur. Donc, ce qui m'a toujours un peu étonné, c'est que lorsque nous construisons quelque chose, des maisons, des habitations, nous mettons toujours des fenêtres, alors que on aurait pu se passer de fenêtres finalement. Bon, alors on a besoin effectivement de la lumière pour vivre, on vit en permanence avec la lumière, mais sans doute aussi parce que on a une habitation qui nous est propre et qui est ouverte sur le monde par les yeux, quoi. Et donc les yeux sont les premières des fenêtres qui soient. Donc découvrir le monde, c'est ouvrir les yeux. Et partant, ce qui m'a intéressé dans les fenêtres sur le monde, c'est cette espèce de va-et-vient qu'il y a entre le regard intérieur, donc les rêves, l'imaginaire, les constructions imaginaires, hein, comme j'ai appelé dernièrement un de mes bouquins qui s'appelle La maison des courants d'air, les constructions imaginaires, et puis en même temps, ce monde qui agit sur nous, ce monde que nous façonnons, et qui, à mon sens, alors ça c'est un point de vue peut-être faux, mais à mon sens, ce monde on le façonne à l'image de notre corps, à l'image de ce que nos pensées, de la pensée que nous avons, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons que le monde soit. Donc c'est dans ce va-et-vient. Et j'ai trouvé que c'était intéressant non pas de passer par l'image, mais de travailler par l'écrit cette vision qu'on a de l'extérieur de soi, mais aussi de l'intérieur de soi, ce va-et-vient perpétuel. Il y a un texte qui s'appelle La Buée, dans Les Fenêtres sur le Monde, où il y a justement ce personnage qui regarde par une vitre, qui regarde vivre les autres. En fait, il se regarde probablement vivre lui, parce que quand les personnes qui sont à l'intérieur de cette maison regardent par la fenêtre, ils ne le voient pas, il n'existe pas. Donc c'est un petit peu ça, ce jeu entre intérieur et extérieur, entre soi et le monde. Combien de fenêtres j'ai écrit? 37. J'ai regretté, je pourrais écrire beaucoup plus de fenêtres, parce qu'on n'en finit pas d'être ces questions des fenêtres. Dès lors, on regarde à l'intérieur de soi, et notamment dès qu'on ferme les yeux, comme je le lis dans un des textes, dès qu'on ferme les yeux, on continue à voir par l'intermédiaire des rêves. Et ce que l'on voit, justement, n'est pas du tout ce qu'on suppose être une réalité. Et pourtant, ça fait partie de la matière, ça fait partie d'une réalité. Donc, 37 fenêtres, j'aurais pu... et mon regret, d'ailleurs, c'est de ne pas en avoir écrit plus. Il y aura une suite, parce qu'on n'en finit plus d'écrire sur les fenêtres. Et mon grand rêve, d'ailleurs, serait de demander à créer une sorte de livre qui serait comme une Babel, où je demanderais à les écrivains, et j'ai déjà une liste d'auteurs du monde, de me donner des textes, justement, à partir du regard qu'ils ont sur l'extérieur et sur l'intérieur, à partir d'une fenêtre, donc soit l'imaginaire ou soit la fenêtre du réel, et de publier ça dans un livre qui serait une sorte de Babel, où il y aurait les textes dans la version originale, et puis la traduction en français, alors qu'il y aurait du russe, du polonais, enfin tout ce qu'on veut comme langue. C'est mon rêve, mais enfin ça c'est difficile à faire. Mais quoi qu'il en soit, les fenêtres sur le monde auront forcément une suite, parce qu'on n'en finit pas de voir, quoi. La grande question que je me pose depuis le début en tant que poète, c'est comment on habite le monde. Comment j'habite le monde et comment nous habitons le monde en tant qu'espèce, dominante et écrasant tout sur son passage, et façonnant d'ailleurs un monde assez extraordinaire, assez fabuleux. Donc moi j'ai un peu une théorie qui consiste à dire que on ne fait pas qu'habiter le monde nous habite. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient perpétuel. À tel point d'ailleurs que quand j'écris, moi je ne peux jamais me passer d'une fenêtre. J'ai toujours besoin, je sais qu'il y a des auteurs qui se privent complètement, qui écrivent dans un lieu complètement clos et sans vision sur l'extérieur. Moi j'ai toujours besoin, mon œil a toujours besoin de l'échapper d'une fenêtre. Sans fenêtre, je ne peux pas écrire. C'est étrange. Donc les lieux... Enfin, on est sans cesse en train de fouiller du regard, quoi. Et donc qu'on soit dans une salle de classe, qu'on soit dans un bureau, qu'on soit dans quelques lieux que ce soit, le regard est toujours en train de chercher la lumière, est toujours en train de chercher l'extérieur. Alors, dans cet univers très particulier que nous avons façonné, nous, en tant qu'humains, à la date où nous sommes, on a inventé un nouvel espace qui est présent dans les fenêtres sur le monde, qui est celui de l'écran,
qu'il soit celui de l'ordinateur, que ce soit celui de l'ordinateur, que ce soit celui de la télé. Et un phénomène assez étonnant, quand on rentre dans un lieu où il y a une télé, la première chose, télécouleur, la première chose qui se passe, c'est que notre regard va vers cette fenêtre-là. Elle est envahissante. On n'a pas digéré encore cette histoire. On n'a pas digéré ces inventions, ces multiplications d'écrans. Grâce aux écrans, on ramène tout vers nous et on se renferme de plus en plus. On rentre de plus en plus dans des lieux clos. Je pense qu'on est en train dès lors où on entre de plus en plus dans le monde urbain, à l'intérieur de ce monde urbain, on s'enferme de plus en plus dans nos bureaux, justement, dans nos salles. Et on est de plus en plus dans un processus d'enfermement. Foucault parlait au XVIIe siècle du grand enfermement des pauvres et des gens après la Fronde, des gens dangereux, etc. Aujourd'hui, il y a comme un processus extrêmement habile, pernicieux, qui vise à faire en sorte que chaque individu, par le biais d'une fenêtre qui est absolument redoutable, magnifique, qui est magique, qui est extraordinaire, nous ramène le réel pour mieux, effectivement, nous emprisonner, pour mieux nous rendre disponibles, rendre, comme a dit un PDG de télévision, un aveu absolument qu'il n'aurait jamais dû faire, pour rendre des parts de cerveau disponibles à consommer du Coca-Cola. Donc, ça, pour moi, ça m'intéresse en tant qu'écrivain, en tant que poète. Ça rentre dans les processus d'écriture. Je m'interroge sur ça, je bute contre cela. Et je ne sais pas comment en sortir. De la même façon que, par le fait que moi je suis né dans la campagne, dans la nature, par hasard, hein, ça n'a pas été une décision, évidemment, personne ne décide du lieu où il naît. Je suis actuellement par rapport à la ville, par rapport à l'urbain, dans un déséquilibre constant. C'est-à-dire que je suis complètement urbanisé, je vis de force en ville, je n'ai pas le choix. Je ne suis pas sûr que j'ai tellement envie de ça, de retourner à la campagne et de vivre à la campagne. C'est pas ça le problème. Mais c'est que y a un processus d'humanisation qui nous pousse aujourd'hui à pénétrer dans la ville, quoi, à rentrer dans la ville et à ne plus sortir de cette ville. Et à l'intérieur de la ville, quelque chose qui nous pousse à rentrer dans l'appartement, à rentrer dans le lieu où il y a certes des fenêtres. Il y en a des fenêtres internes qui sont un peu comme... la télé, c'est un petit peu un imaginaire qu'on a, nous, qu'on met en action. Quand on écrit, on invente des images, on invente des situations, etc. Donc on est vraiment rentré dans un processus. Je me sens poussé, forcé à entrer dans cette boîte, dans cet enfermement. Moi, je le vis très mal. Je le vis très mal. Je le vis très mal parce que j'ai l'impression que ça me met en cause en tant que mon devenir d'humain, quoi. Je me sens mal en équilibre. Par exemple, ici, à ce 18e étage, je ne me sens pas dans un milieu naturel. Je me sens dans un milieu qui est en train d'élever l'humain, effectivement, qui nous élève, mais qui nous sépare de plus en plus de ce que c'est que la Terre, quoi, de ce que c'est que le sol. Pérec, dans Espèce d'espace, il dit que la campagne n'existe plus, c'est une illusion. De fait, oui. De fait, oui. Et alors, jusqu'à quel point pouvons-nous, comme ça, mettre des fenêtres partout et faire que la nature n'existe plus et ne soit presque plus visible par ces fenêtres? C'est quelque chose donc on le retrouve dans les fenêtres sur le monde avec le Colosse. C'est comme ça que ce travail s'opère, c'est-à-dire à partir de toute une série de pensées. Quand on écrit sur quelque chose qui heurte, le langage s'en trouve déstructuré lui-même, le langage subit cette violence. Donc, effectivement, la disparition des verbes, la disparition de l'action, où il n'y a plus que des choses, enfin, des moments qui sont déshumanisés pratiquement, puisque le langage c'est quand même la plus grande forme, la forme la plus évoluée de l'humanisation. Sans le langage, il est probable d'ailleurs que nous ne serions jamais devenus ce que nous sommes. Enfin, les psychanalystes, même les neurosciences sont en train de le prouver aujourd'hui. Le langage, c'est vraiment... et donc l'écrit, qui est encore une forme autrement plus complexe, autrement plus élaborée, sont absolument indispensables. Donc voilà, il y a cette désorganisation. C'est parce que sans doute je suis un être désorganisé qu'à un moment donné, ma propre grammaire devient elle-même en souffrance. C'est l'expression d'une souffrance. Mais cela dit, je suis heureux de vivre, y compris dans la ville. Quoique, parfois c'est un peu dur d'être dans les grandes villes, dans les grands milieux urbains, où quand même les odeurs sont difficiles. Par exemple, les odeurs de métro sont insupportables. L'odeur de la ville est insupportable. Alors, ces odeurs qui rentrent par la fenêtre, justement, voilà encore des sensations, voilà des éléments qu'il faut retranscrire en langage. C'est très difficile à redonner, c'est très difficile à retranscrire. Donc voilà, à la fois la matérialité du monde, mais en même temps aussi les sensations que ce monde produit en nous
et ce que ça peut redonner aux autres en termes d'écriture, désorganisé, organisé, un imaginaire, sans imaginaire, etc. Pour écrire sur les fenêtres, il ne faut pas, comme disent souvent les jeunes, il ne faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire que, pour ce qui me concerne, je n'ai pas eu de plan préétabli. Le seul plan que j'avais, c'était que je voulais écrire sur les fenêtres. Et que, dès lors où j'avais une fenêtre qui me semblait intéressante, une vision interne, un rêve, ou une invention, une pensée inventée, complètement inattendue, et qui avait un lien quelque part avec la vision et l'idée de fenêtre, j'écrivais. Dès lors où je me déplaçais dans mon quotidien, comme je me déplace pas mal hein, pour des raisons d'activité professionnelle, par exemple, j'ai la fenêtre un jour à Boulogne, à la Maison des gens de mer, qui était une fenêtre assez désespérante, et désespérante dans la nuit, l'hiver, dans la solitude, hein, dans laquelle nous sommes souvent. Donc j'ai écrit sur cette fenêtre, ça s'appelle Maison des gens de mer, c'est très court, et j'ai écrit parce que spontanément, c'est-à-dire sans projet, et puis c'était très court, c'est comme des poèmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche, et là il faut vraiment donner ce qu'on sent être capable de donner, sans se poser de questions de jugement de ce que pensera le lecteur, ou ce que il faut qu'on se donne soi, il faut qu'on se donne au monde, et se donnant au monde, le monde nous renvoie des choses. Et par exemple dans ce texte, Maison des gens de mer, Boulogne-sur-Mer, 6 mars 2001, 21h, c'est aussi précis que ça. C'est-à-dire que c'est véritablement, à cet instant, sans intention particulière d'écrire sur cette fenêtre, insupportable banalité des villes, voitures de pompiers filant à toute allure vers le désastre, lumière de gyrophares balayant le sol, rues désertées, vitrines illuminées, enseignes qui clignotent au fronton des magasins, bleu, rouge, vert, jaune, orangé, fluorescence des pays riches, noyade dans les eaux de la rivière, temps mort, mélange compact de toits et d'antennes, clocher d'une cathédrale, il n'y a rien qui puisse retenir longtemps le regard. Alors, on baisse le rideau de fer. On écoute le bruit caractéristique de la descente, les couinements métalliques. On s'isole dans la chambre. On allume la télé, donc à nouveau une fenêtre. On promène son ennui d'un bord à l'autre de l'écran. On coupe le son. On change de chaîne. On cherche l'introuvable. On arrête tout. On est nu sur le lit. C'est aussi simple qu'un poème. C'est-à-dire qu'il faut simplement se donner au monde, et le monde, à ce moment-là, vous renvoie quelque chose par le travers de l'écrit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, il faut être très, très tranquille par rapport à cette question d'écriture. L'écriture n'est pas quelque chose de sacré, l'écriture n'est pas quelque chose qui appartient à quelques-uns. Le langage nous est donné à tous, donc il faut se laisser aller dans ce langage, et puis le faire passer par l'écrit. Il ne faut surtout pas puis peut-être être très prétentieux. Soit on a des ambitions, soit on n'en a pas. Mais quand on a des ambitions, qu'on n'en ait pas, il faut y aller. Il faut écrire. Baie vitrée d'une cafétéria. Zone commerciale, voie lactée, hausseur lumineuse, aplatie derrière vos talus bordés de poteaux en ciment, supportant des grillages où s'entortillent des touffes d'herbes jaunes, et contre lesquels le vent plaque poches en plastique, pages de journaux, prospectus abandonnés. Zone traversée par des lignes à haute tension, reléguée aux abords des villes, là où les rocades s'abandonnent au pont routier, ralliant les 4 voies qui filent entre les stations-service, les hôtels et les restaurants, retrouver au loin les mêmes désastreux décors. Tôlage industriel, tubulures, poutrelles métalliques, pylônes équipés de projecteurs, panneaux, fanions publicitaires, bâtiments monoblocs sans toit, renversés sur des socles en béton, ouverts sur des espaces quadrillés de bandes blanches, décorés de lampadaires et de garages à chariots. Ô sœurs jumelles des rêves périssables, surface monotone et sans style, flanquée de cafétérias, d'entrepôts, de magasins, de bureaux. Ô grands corps d'autobus, grappes humaines, immobiles près des aubettes, vitrines, tourniquets, prospectus, promenés par le vent, enseignes phosphorescentes clignotant dans les nuits automobiles comme des balises de détresse, bleu, rouge, vert, jaune, éternel. Ô douleur commerciale des matins blêmes et froids, des ciels bleus, des après-midi de nuages étouffants, des fins de journées mornes et glaciales,
des rafales de pluie s'abattant sur la noirceur des parkings, nos larmes ruisselant sur le goudron, filant s'engloutir dans les égouts des jours, des allers-retours, des remplissages, de chariots, des déambulations somnambules entre des rayons surchargés, des passages devant les étals de fruits et légumes, les bacs de surgelés, les vêtements suspendus. Oh, ces longues files d'attente devant les caisses, ces ombres à l'écoute distraites par des musiques calibrées et les messages publicitaires des haut-parleurs, et tous ces regards perdus, s'ignorant les uns les autres, errant dans le vide, plaqués sur les corps, noyés dans les étiquetages. Zone commerciale, aux frics, aux porcheries d'un monde aveuglé, restes de vie, chaussures, pantalons, articles ménagers, boîtes de conserve, valises, légumes, rangées de téléviseurs, machines à laver, entassement d'objets, des objets, par-dessus tout, par-dessus nos corps attirés dès le plus jeune âge, soumis au travail de sape d'invisibles termites, séparés les uns des autres, réduits à l'état de zombies pressés d'en finir, d'épuiser la liste des courses, la mort, consommation des vivants, la fin de toute pensée imaginaire, la vie enfermée dans des sacs en plastique, promenée dans des caddies, jetée dans des coffres, transbahutée, secouée, avalée, maltraitée, les corps télésurveillés, contrôlés par les vigiles, gardiens des temples, menacés par les chiens détachés de la nuit. Nous y sommes, masqués, silencieux, portés par les musiques lointaines, les fanfares du sang, les veines ouvertes, les estomacs, les boyaux déroulés dans les rues hautes, et la peur perpétuelle de l'apocalypse, de l'ouragan des désastres, que tout s'envole, les frigidaires, des morceaux de ferraille en tous sens, des bouteilles, des ustensiles, des carcasses, des cafetières, des tôles, des boulons, des tubes, des câbles, des boîtes, des chaises, des paquets, des lave-linges. Que tout cela, et plus encore, monte en tremblant dans les couches d'air, forme un tourbouillon, et que nous soyons emportés pareillement dans l'œil du cyclone, terrorisés de nous voir ainsi disparaître.